J'ai besoin d'être au contact des autres. Donc du coup, tu as fait preuve, on va dire, de résilience au final, du coup. Fait preuve de résilience, mais courance et douleur au niveau de la testicule. Quand on t'annonce un cancer, tu organises rarement une fête derrière. Je suis obligé de... Et c'est ça qui est... C'est fou, tu vas pas y arriver. Exactement, c'est ça. En tout cas, la moyenne, c'est 15-35. Et du coup, on a besoin d'un coup de main et il ne faut pas avoir honte d'avoir besoin d'un coup de main. Malheureusement, mais ça te constitue en tant qu'homme, ça te définit en tant que dévastateur. Capacité à pouvoir gérer les choses. D'accord avec toi. Et ce qui est, je dis pas rigolo, mais moi aussi, tu vois, tu parles de force, etc. On doit donner cette image une fois qu'on a été malade, etc. Mais tu vois, moi, j'étais en formation d'aide-soignant à l'époque et en gros, j'ai fait un cours sur les soins palliatifs. Et tu vois, j'étais revenu entre-temps du coup de mon cancer, puisqu'on m'a opéré une semaine, voilà, paf, et j'ai eu un mois d'arrêt derrière. Je suis revenu. Je me suis dit, vas-y, je vais terminer mon école. Donc, je pensais que c'était digéré, je pensais que ça allait très bien, pas de souci. Et là, j'ai eu le cours sur le soin palliatif et ça m'a tué en fait. Et du coup, j'ai dit, ben, je crois que je suis plus capable de continuer. Il faut que je prenne soin de moi et je reviendrai l'année prochaine parce que là, je peux pas. Mais tu vois, c'est marrant c'est marrant. Cette transition au final où tu penses que t'en es sorti, où t'es fort, mais au final, non, en fait, tu peux pas l'avoir digéré comme un rhume en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est ce côté-là qui est assez dur. Et moi, j'ai fait un suivi, effectivement, comme tu dis, post-cancer par une psychologue qui m'a été proposée. Et effectivement, ça a été intéressant. Je sais pas si tu connais le MDR. Ouais, alors de nom, et je sais, c'est le traitement des traumas par l'hypnose, non? Ouais, C'est ouais, ça, tout oui, à fait. ok. Et en fait, une sorte d'hypnose, en fait, ton cerveau, il va digérer, en fait, l'information et il va, en fait, la retravailler différemment dans le cerveau, en fait, pour la mettre dans une boîte, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est ce qu'on utilise beaucoup maintenant, en tout cas en psychiatrie, pour soigner les traumas. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de retours qui sont vachement intéressants. Donc voilà. En tout cas, avant, comme tu dis, avant, il y avait peut-être pas ce suivi-là. Et maintenant, il y a ce suivi qui est présent et c'est vachement intéressant pour les gens qui sont les gens qui Bah, comment dire, il était suggéré, Ouais. mais moi, en fait, si ça tenait qu'à moi, à minima, j'obligerais à chacun des patients de faire au moins une séance. Ouais. Une séance, juste permettre aux professionnels de santé, enfin aux psychiatres, aux psychologues, de pouvoir identifier s'il y a faille ou pas, quoi. Ouais, bien sûr. Et parce que du coup, toi, dans ton parcours, est-ce que tu as eu de la chimiothérapie derrière? Est-ce que tu as eu... Alors le premier, je suis rentré dans un protocole expérimental qui était mené entre la France et les États-Unis sur un lot de 160 personnes dont l'objectif était de se dire que pour chaque cancer testiculaire, il y avait chimiothérapie post-opératoire. Et l'objectif était donc de cette étude, sur 160 patients sélectionnés, de pouvoir se dire avec un suivi accru. Donc moi j'avais des rendez-vous, alors ça a été mensuel, ensuite ça a été une fois tous les 2 mois, trimestriel, etc. avec le temps, sur une durée équivalente donc de 5 ans de suivi traditionnel, mais sans chimiothérapie. Donc j'ai pas eu, le premier, il n'y a pas eu de chimio. Donc voilà. Et donc en fait, au bout de 5 ans, je suis sorti du protocole. Ok. Et du coup, pour expliquer du coup la suite aux personnes qui nous suivent, tu as eu une récidive, si je peux me permettre de dire ça? Eh ben, exactement pas. Non. Alors oui, alors une récidive qui n'en est pas une en fait, mais effectivement, 6 ans après, j'avais fêté la fin de mon suivi de cancer et la rémission officielle, donc très content d'avoir quitté l'univers cancéral, comme j'avais l'habitude de le dire. Voilà, je sais, j'aime j'aime les mots. Non, et voilà. Et bah, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Dire, ah putain, j'ai mal aux couilles. Ah. Et enfin, du coup, j'ai mal à la couille. Parce que là, en l'occurrence. Excuse-moi de te couper juste une question. Effectivement, est-ce que tu as eu une prothèse en silicone pour la première? Non, ah oui, alors pardon, oui, c'est vrai qu'on est passé au truc là. Mais alors en fait, cancer, opération. Donc avant, on fait les paillettes. Donc on va dans une jolie pièce pour ce LeBron James. Et mettre de côté le fruit de la labeur pour éventuellement en faire un enfant après. Et donc opération derrière. Et l'opération, donc on fait une orchidectomie.
Voilà, orchidectomie, qui est un très joli mot pour une opération qui est un chouïa moins, qui consiste donc à prélever le testicule, en passant par le bas de l'aine. Enfin, ça pour les gens qui ne savent pas, mais parce que tout le monde me demande, il dit, mais alors du coup on t'a mis une fermeture éclair au couille, tu vois, pour ouvrir, on sent, tac, donc on n'ouvre pas au niveau de la poche des testiculaires, des testicules, voilà, on prend au-dessus de l'aine et on va chercher le bordel. Bref, donc opération. Et la question, c'était quoi? Et la question, c'était, est-ce que tu as eu une prothèse en silicone proposée? Ah oui, alors voilà, moi on m'a proposé de mettre une prothèse en silicone. Et alors, je ne saurais pas te dire pourquoi, mais j'ai refusé. J'ai pas voulu. J'ai pas voulu parce que quand on m'a annoncé les risques, il y a les risques de rejet, c'est comme une greffe hein, quelque part. Il y a des risques de rejet. Voilà. À l'époque, je me suis dit, bon, en vrai, être en monocouille, ça me posait pas plus de problèmes que ça. Enfin voilà, moi ça me posait pas de problème. Alors ce qui est marrant, c'est que j'avais pas du tout de tabou, et j'en ai jamais eu d'ailleurs, hein, parce qu'après j'ai pu rencontrer d'autres personnes dans ma vie intime, tu vois, mais ça a jamais été, même encore aujourd'hui, ça a jamais été un tabou. Et ça. Mais bon voilà, j'ai refusé la prothèse, donc j'ai pas pris de prothèse. D'accord. Ouais, parce que c'est ce qui conseille maintenant, du coup, quand on est une jeune personne, tu vois, d'avoir une prothèse en silicone pour le côté esthétique. Mais après, effectivement, c'est juste pour ça, en fait. Ah oui, bah c'est juste pour le côté esthétique. Oui, c'est juste pour le côté esthétique, mais en vrai, quand on regarde, enfin, tu vois, moi, j'avais pas de, enfin, je sais pas, moi, j'avais pas de tabou. Ah ouais, ça t'a jamais été. Ouais, non, ça m'a. J'ai hésité vraiment 5 minutes. Hein. J'ai hésité 5 minutes. Après, je dis oh non, ça va, c'est bon, je vais gérer. Puis en plus, moi, je connaissais des potes qui étaient de nature. En roue libre aussi, hein, en monoroue, tu vois, donc et ils avaient l'air de le vivre bien, donc voilà, moi je dis je vais faire pareil, moi je vais faire comme eux. Donc, voilà. Du coup, alors derrière, il y a eu une récidive. Donc récidive qui n'en est pas une, du coup, parce que alors le terme récidive dans le cas du cancer, c'est on développe un cancer et chaque cancer a une espèce de carte d'identité, en gros, donc qu'on est capable d'identifier aujourd'hui avec les progrès de la médecine. Et quand on est sur une récidive, c'est-à-dire que j'ai un cancer qui est le numéro, par exemple, de 23. Et si j'ai une récidive, c'est-à-dire que j'ai un cancer et bah, il porte le même numéro 23. Là, en l'occurrence, 6 ans après, nouveau cancer, mais le premier c'était 23, le nouveau c'était 24, donc, ou 25 ou 26, peu importe, mais en tout cas, c'était pas le même. Donc, c'était vraiment un nouveau cancer testiculaire. Pas de récidive. Et alors, comme le disait mon oncologue avec qui on rigolait quand même pas mal, donc elle me l'a dit parce qu'elle savait que je faisais des petites blagounettes, tu vois. Mais tu vois, elle m'a dit, là on était dans un cas de figure où j'avais plus de chances de gagner au loto que d'avoir ce que j'ai eu, à savoir 2 cancers différents en l'espace de 6 ans. Donc voilà, bon, manifestement, l'argent, comme je le dis tout le temps, ne m'intéresse pas, voilà, apparemment. Et puis aussi pour savoir, c'est qu'une récidive d'un cancer testiculaire, en moyenne, alors toujours pareil, en moyenne, il intervient dans les 24 mois suivant le premier. Voilà, donc généralement c'est assez fulgurant. Hein. Donc voilà, donc au bout de 6 ans, tu vois, tout le monde s'était mis d'accord sur le fait de dire, vas-y, tu peux y aller, t'es tranquille. Ouais. Et du coup, comment toi tu l'as vécu personnellement de repasser par tout ça, de revivre une annonce? Parce que Non, alors déjà, attends, parce que déjà, l'imbécile que je suis a attendu encore. Parce que douleur, et puis là, par contre, là, très tôt, j'avais un rocher dans le calbar, quoi. C'est-à-dire que j'avais une testicule qui était dure, douloureux, mais j'ai dit, ouais, non, c'est une infection, c'est un machin. Et enfin, dure, elle était de plus en plus, enfin, si, elle était dure. Enfin, c'était des douleurs, ensuite elle a durci, mais ça a duré plusieurs semaines. J'ai peut-être attendu 3 mois, un truc comme ça, hein, quand même. Oui, parce que je suis un imbécile jusqu'au bout, hein. Et je suis allé voir un urologue, du coup, parce qu'entre-temps, j'étais parti de Clermont et j'étais à Lyon. Ça fait une dizaine d'années que je suis à Lyon. Donc là, on est en 2020. Et je vais voir l'urologue et l'urologue me dit, bon, en vrai, un deuxième cancer après le premier. Bon, elle m'explique notamment parce qu'elle y connaît un peu. Il y a peu de chances pour que ça soit une récidive. Il n'y a aucune chance. À mon avis, c'est une infection. Il y a un truc. Parce qu'apparemment, il y a une infection qui peut donner des symptômes à peu près similaires.
Ouais. Donc elle me dit bon bah je vous fais un traitement, mais avant de prendre le traitement, vous allez quand même faire comment ça s'appelle une écho. Voilà. Comme ça au moins on regarde ce qu'il y a et on voit. Mais elle me dit, elle me rassure tout de suite. Hein. Elle me dit Ouais. franchement là moi j'y crois pas. J'ai pas un cancer, hein, je peux dire. Ok. Et vraiment elle me dit vous inquiétez pas. Ouais. Bah, Ouais, aucune voilà. chance, ça sert à quoi. Là, ils chantent ça, elles sont. Pouah. Voilà. Donc je vais à l'écho. C'était en semaine, c'était l'après-midi que j'avais trouvé un rendez-vous, parce que j'étais au taf. Et j'arrive, je vais à l'écho, machin, un truc, et donc il y a l'opérateur qui arrive, voilà, il prend le truc, clac, il pose le machin, il y a l'écran, il fait. Oh. Alors là, et je vois à sa tête qu'il y a un truc, tu vois. Ouais. Et je lui dis, ah non, mais me dites pas que c'est un cancer. Et en fait, il me dit, moi je suis opérateur, il peut pas dire, c'est pas le médecin, il peut Ouais, pas, il peut tu pas vois, il dire. a pas le droit, il a pas le droit de dire ça, tu vois. Ouais. Et je dis, ah non, mais j'en ai déjà eu un, dites-moi pas que c'est un cancer. Et il me fait comprendre que oui. Il me fait, bah. Et là, et là, mon gars, là, Ouais. là, c'est un. C'est un torrent Enfin, là, il y a d'informations. la sidération. Là, c'est clairement, c'est la sidération. Moi, je me souviens de. Il me dit, bah, c'est bon. Hein, enfin, il est dépité, je sais plus ce qu'il me dit, mais enfin bon, il se barre. Du coup, je dois retourner dans la salle d'attente pour attendre pour récupérer, qui me rappelle, il faut que je prenne un ticket là, escargot pour attendre, qui me rappelle pour qu'il me refile ma carte verte, là, je sais pas quoi. Et là, il y a une espèce de sidération, je me rappelle m'être rhabillé, enfin j'ai des moments un peu éparses de ce moment-là, de me rhabiller, de me dire, et de sidération. Et je prends le ticket, j'attends, et là je m'assois, et là, je pleure comme un, comme un enfant qui aurait perdu sa maman, et là d'une tristesse, pardon. Et du Non, coup, t'inquiète, y a pas de souci. non, et parce que ce moment il a été dur. Et il y avait, alors tu vois comme quoi des fois il y a des trucs. Il y a une petite mamie qui a débarqué à côté et qui s'est assise à côté, qui s'est assise à côté de moi et qui voyait que j'étais perdu elle m'a dit, je sais plus ce qu'elle m'a, mais elle m'a dit un truc du coup du genre ça va aller mon garçon ou un truc comme ça, tu vois. Il y a comme si parce que ma maman était pas là, tu vois, pour m'accompagner. D'accord. Et tu vois, il y avait enfin moi j'avais pris ce truc-là comme un, pardon, alors tu vois, je me fais cueillir à chaque fois. Mais tu vois, comme s'il y avait une figure maternelle, Ouais. tu vois, qui avait débarqué, et si j'ai trouvé ce moment beau, alors pas tout de suite, mais tu vois, quand j'y ai repensé, je trouvais un beau Oui, moment, quand tu tu vois. penses après, ouais. Enfin, j'ai quand même apprécié le geste, puis elle avait un Ouais. joli sourire. Enfin, tu vois, elle avait, Ouais. elle avait moi, je me souviens d'un visage avec un sourire, tout ça, et voilà. Donc ça, voilà. Et du coup, j'ai repris la voiture et je suis retourné au travail. Bon. Ah, t'as au travail direct. T'as tourné au travail direct, du coup. Retourné au travail, donc je me suis ressaisi. Et alors j'avais prévenu du coup en amont ma RH notamment que il y avait des soucis, que bon alors normalement c'est pas ça, mais voilà rien, bon bref. Et du coup je retourne au travail, je vais dans son bureau, bureau d'Audrey, donc c'était la DRH de la société dans laquelle je travaille, Cybercité. Et là je lui dis en fait apparemment je suis reparti. Donc là elle me dit ah, bon on échange, mais tu vois Ouais. je gère. Et elle me dit, bah rentre chez D'accord. toi, vas-y, prends tes affaires, rentre chez toi. Et je lui dis non, je veux pas rentrer chez moi, je veux pas me retrouver tout seul avec ça. Je veux pas, je vais bosser et ça, je vais penser à autre chose et je retrouverai ma compagne ce soir, mais je peux pas. Voilà. Et je suis retourné à mon bureau, je me suis assis dans mon fauteuil et alors là, reparti. Ouais. Hein. Et là, j'ai eu un geste que j'oublierai jamais, c'est mes collègues qui m'ont vu et qui, je ne sais pas qui a été à l'initiative du bordel, donc ils sont venus pour aller me faire des petits câlins et après, je ne sais plus qui a eu l'initiative et quelqu'un a débarqué avec une bouteille de champagne et elle a dit bon allez, on va arrêter de chialer, maintenant on va le fêter. Et on a sabré le champagne, et on a picolé, on a bu du champagne. Et franchement, ça, c'était génial, parce que ça a Ouais. contrebalancé le bordel, et Bah, franchement, c'était trop bien. Voilà. Et alors, c'était trop bien après, et puis là, et puis après, mais ça a été dur. Ça a été dur parce qu'il fallait revivre ce truc-là, il fallait se relancer dans cette aventure
qui avait été quand même, mine de rien, pas évidente, tu vois. Bien sûr. Et, Tu l'avais et- déjà vécu au final, donc du coup, tu te dis, ben, je vais repartir là-dedans. oui, Et est-ce que tu du sais coup, ce que tu sais ce qui va se passer, quoi. voilà, c'est ce qui va se passer. Et est-ce que du coup, derrière, suite à du coup, bon, pas la récidive du coup, mais à une nouvelle carte d'identité, est-ce que tu as eu des soins, chimiothérapie, tout ça, ou est-ce que ça s'est, ouais, ça s'est, Ouais, ouais, là, il y a eu opération. En plus, je me suis fait opérer au mois de mars 2020. ah, Mais alors là, on ouais, était first Covid, là. ouais, C'était, et j'ai été alors, très bien traité, mais alors expédié parce qu'on commençait à avoir des cargaisons de malades. Du coup, l'hôpital pouvait pas garder, puis il y avait tu vois, par sécurité, enfin, on était au tout début du truc. C'est-à-dire que je suis arrivé le matin à 7h et ils m'ont arraché la couille. Alors, pour le coup, là, ils m'ont mis des prothèses. ah, d'accord, Voilà, donc là, j'ai pris 2 prothèses. Alors, ok, parce que pour le coup, je me voyais pas avec la poche vide, tu vois. ouais, Tu ouais, vois, avec un truc tout affermi là, au milieu. Donc, j'ai dit, ouais, je prends des prothèses. Donc, j'ai pris des prothèses ce coup-ci. ok, Ça se passe très bien. Et alors, attends, c'est un fun fact, hein, et d'ailleurs, j'en parle dans les trucs, mais c'est fait avec la même matière et dans les mêmes usines que les prothèses mammaires. ouais, 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 bien sûr, ouais, ouais. Pas la même grosseur forcément du coup, mais effectivement, Ah ouais, alors, oui, j'ai pas pris un 90E, hein, OF. Alors, je connais pas ouais, trop les détails, donc ça se trouve, on va rien dire ce que tu dis, Norbert, mais bon, bref. ouais, Bref, tout ça pour dire que, voilà, prothèse ou ça, machin, ouais, expédier, mon gars, emballer, c'est peser, anesthésie générale, il prêt, machin, salle de réveil, limite, on me met une baffe, c'est bon, ça allait bien Oui, ça a l'air. Ça peut te voir Allez, dehors. ouais, Hop, et je suis retourné chez moi où on m'a accompagné. Il a fallu désinfecter toute la chambre, lâcher, machin. On nous disait au début, faut que personne rentre dans la chambre. Donc moi j'étais dans la chambre et j'avais ma compagne et ma fille qui limite pouvaient pas rentrer dans la pièce. Enfin, les ah ouais. premiers jours, enfin, c'était un truc. Enfin, quand tu regardes ça maintenant, tu te dis putain mais En plus, t'es opéré, t'es pas bien, et on te dit, ben, faut s'isoler parce que du coup, il y a le Covid et tu peux. oui, mais à l'époque, on désinfectait les couverts, les assiettes quand on me les filait. Enfin, Ouais, carrément. tac, enfin, c'était un truc, c'est une période. Enfin voilà, donc ça a été géré pareil, mais ouais, ça a pas été facile. Et derrière, j'ai fait une chimio. Alors moi, on m'a dit, mon collègue a dit, bon là, on va faire une chimio. Donc c'est du carboplatine en une injection. Ok, Par contre, elle m'a dit, bon là, on va mettre costaud parce que faut s'assurer que là, on va débarrasser tout le bordel. Et puis, comme c'était Covid, machin, donc ça s'est fait, par contre, au mois de juin. C'est il y a quelques mois hein, qui sépare la chimiothérapie à l'opération. Et elle m'a dit, ouais, on va faire ça sur une session. Puis, alors, je crois que c'était un peu lié au fait qu'avec le Covid, tout ça, machin, là, pas de place dans les hôpitaux, là. Donc, elle a dit, on va faire une dose costaud, mais au moins, comme ça, on est tranquille, machin. Et elle me dit, bon, après, les gens, ils réagissent plutôt bien. Il y a 3 types de personnes, trois types de réactions, en fait, au carboplatine un peu dosé. Soit le lendemain, vous pouvez repartir au taf et c'est nickel. Soit, bon, vous serez un peu dérangé et puis, bon, ça va durer 2 jours, mais voilà, vous serez un peu nauséeux, mais ça va s'arrêter là. Puis alors, la troisième, c'est vraiment exceptionnel, hein, mais je vous le dis quand même, mais franchement, c'est très rare. Hein. Voilà, il y a des gens qui sont vraiment très, très malades. Allez, je te laisse me dire laquelle j'ai été. bah, je crois que j'ai deviné que c'était l'exceptionnel du coup. Putain, sa race. J'ai vécu. Alors, écoute, tu sais quoi? J'ai vécu 10 jours. Enfin, non, 6 jours, vraiment, 6 jours. Les pires de toute ma vie. Je ne souhaite ça à personne. En 5 jours, j'avais perdu 5 kilos. Je ne pouvais pas boire, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas m'allonger. J'étais pas bien allongé, j'étais pas bien assis, j'étais pas bien debout. J'étais obligé de dormir sur le matelas, à même le matelas, parce que l'odeur de la lessive me rendait dingue. C'est un enfer. Je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi. Je te le dis, je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi. C'est un voyage. Alors, on devrait peut-être pas spoiler le truc là, mais ça a été un truc, j'en pouvais plus. Et le seul moment où j'étais bien, ce qui est tout à fait original, c'est quand j'avais un balcon, j'allais sur le balcon et que je fumais une cigarette. D'accord, ok. Voilà, c'est original, hein. Bon, ouais, parce que je suis fumeur et même après 2 cancers, parce que j'ai déjà dit, mais je crois que je suis un imbécile. Mais en fait, ça s'explique par 2 choses en fait. Enfin, parce que j'ai dit au médecin, j'ai dit putain, c'est quand même ouf, parce que là j'étais en voyage au milieu des enfers, mais vraiment.
Alors, il y a aussi un autre aspect dont on n'a pas parlé. Je finis le truc, je reviendrai dessus, mais c'est sur les personnes autour de nous. Et tu vois, par exemple, moi, en l'occurrence, ma famille, enfin, ma compagne et ma fille. Parce que c'est dur hein, de vivre ça aussi au plus près. Parce que j'y reviendrai, je termine. Mais sur le fait de dire pourquoi c'est quand je fumais que je me sentais le mieux, quoi. Donc presque, on pourrait presque dire que j'ai jamais autant fumé de ma vie que quand après ma chimio, quoi. Bon. Okay. Mais en fait, il a expliqué enfin, ça pouvait s'expliquer par deux choses. Hein. C'est la première chose, c'est que comme la cigarette était à la base, tu vois, c'est un truc plaisir qui déploie c'est quoi la dopamine, c'est pas Je fume pas, je suis désolé, je sais pas, mais là ouais, dopamine, oui, sérotonine, dopamine, ouais. L'hormone de plaisir, tu vois. Donc fumer, c'était un plaisir. Donc du coup, bah voilà. Et en plus de ça, comme j'étais en stress intense de part, c'est-à-dire mon corps, il était plus là, quoi. Hein, donc il était en stress. Donc du coup, avec une respiration qui était pas bonne, tu vois, qui était très intense. Et en fait, le fait de fumer, c'est-à-dire que, alors de la merde, mais en fait, j'envoyais beaucoup plus d'air dans les poumons. Donc du coup, ça calmait tout le monde. Et donc entre l'hormone du plaisir procurée par le fait de fumer et le fait que j'oxygène, alors avec de la fumée de cigarette, mais que j'oxygénais quand même mes poumons, ben en gros là, paf. Et c'est pour ça que c'était dans ces moments-là que je me sentais le mieux, quoi. D'accord. Voilà. Okay. Ouais, donc, alors, je le dis pour les gens qui me regardent, je ne suis pas en train de dire que la cigarette est la solution au stress hein, et à la chimiothérapie. Hein, il ne faut pas le faire. Voilà. Non, mais voilà, c'est ce qui est assez fou. Et oui, c'est un pan qui est important et qui doit être vu parce qu'il faut que ça soit anticipé. On peut jamais l'anticiper, mais il faut quand même le dire. C'est que, je ne sais pas si ça a été le cas pour toi, mais c'est dur de vivre avec une personne qui a un cancer. Effectivement, ouais, je pense que pour les proches, c'est très compliqué, déjà de un, à comprendre, et de deux, à vivre parce qu'on est un peu, nous, je pense, mis dans notre tête, on est un peu ailleurs, et on est un peu parasité par plein de choses, et du coup, je pense que c'est hyper compliqué pour l'entourage aussi. Bah oui, et, ben et puis aussi parce qu'on passe par des émotions qui sont intenses, et en vrai, on peut être des vrais cons. Et ça, faut être ça aussi honnête. Hein. Moi, j'ai été un vrai con à plusieurs reprises, tu vois, avec ma fille, avec ma compagne, avec la mère de ma fille. Et tu vois, mais c'est qu'on vit tellement un truc intense que des fois, on en oublie un peu les gens autour. Et ça, tu vois, c'est un truc qu'il faut faire attention parce que, ou en tout cas prendre conscience et de leur rendre hommage aussi. Parce que c'est valable pour tout, hein. C'est vivre avec une personne qui traverse une période difficile, d'ailleurs, quoi qu'il en soit. Voilà, faut aussi penser à eux, faut pas les oublier, tu vois, parce qu'on a parfois tendance. Enfin, moi, je sais que je l'ai fait, donc j'imagine que je suis pas le seul. Enfin, j'espère en tout cas. Mais de temps en temps, faut essayer de se rappeler qu'ils sont là et puis que eux aussi, ils ont des émotions, eux aussi, ils s'inquiètent, eux aussi et voilà, parce que parfois, voilà, c'est pas facile pour eux. Et ça, c'est. Et tu vois, on oublie souvent, effectivement, les aidants, d'ailleurs, dans les personnes qui sont malades, etc. De manière générale, hein. De manière générale. Mais pour son frère, pour ses amis. Exactement. Ils ont un rôle très important, en fait, pour nous, et c'est vrai que dans ces moments-là, on les remercie pas assez parce qu'on est dans notre bulle et on peut pas faire autrement, en fait. Oui, parce que tu vois, je disais, c'est très bien ce que tu dis, parce que tu vois, je disais, peu importe, hein, femme, enfant, famille, etc., amis, c'est de dire, je disais tout à l'heure, faut pas oublier qu'ils existent, etc., mais c'est surtout que, en fait, ils font beaucoup de choses pour nous, que parfois dont on se rend peut-être pas compte, mais ils font beaucoup de choses, tu vois, au-delà d'être présent. Et c'est pas une simple présence, ils font quand même beaucoup de choses. Hein. Tu vois, ma compagne, elle faisait, forcément, quand j'étais malade, c'est elle qui s'occupait de ma fille à H24, qui faisait le ménage, qui faisait le truc, voilà. Sans dire que j'étais monsieur propre avant, tu vois, mais elle avait une charge mentale, pour le dire ainsi, qui était beaucoup plus importante et qui a rajouté en plus le stress de la maladie que moi j'avais, tu vois. Exactement. Parce qu'eux aussi, ils le vivent. Hein. Et ça, voilà. Et alors, moi, je parle pour ma compagne, enfin la mère de mes enfants, c'est mon ex-compagne maintenant, aujourd'hui. Mais parce qu'aussi, ce voyage nous a un peu abîmés. Moi, tu vois, c'est pour ça que je dis que, alors c'est pas que ça, hein, évidemment, c'est la vie, c'est comme ça, et c'est pas grave. Hein. Mais tu vois, c'est ces trucs-là, c'est pour ça qu'il faut prendre conscience de ça, c'est important. Faut que les gens le sachent, le comprennent.
parce que ça peut aussi générer des cicatrices qui peuvent être douloureuses aussi, tu vois. Pour l'un comme pour l'autre, tu vois. Pour tous les parties, bien sûr, ouais, effectivement. Ouais. Mais du coup, je veux dire, suite à ça, là, maintenant, aujourd'hui, comment tu te sens? Du coup, comment ça va physiquement? Comment ça va mentalement? Physiquement, bah, tu vois, je suis sorti de cette chimiothérapie qui a été très dure. Hein. Ouais. Alors vraiment très très dur. Mais le deuxième cancer a changé beaucoup de choses. Tu vois, le premier, j'avais pris un peu, comme tu vois, comme j'en avais dit, un peu au-dessus. Bon, je m'étais fait rattraper par la suite. Le deuxième, il m'a quand même rappelé que la vie, elle t'oublie pas, elle, tu vois. Et puis elle peut t'infliger des trucs auxquels tu t'attends pas et qui sont durs. Et le deuxième cancer m'a changé un peu, malgré tout, un peu la vision de la vie. Sur l'importance, sur le fait que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Enfin, il y a une espèce de prise de conscience, quoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais elle a changé ma vision. Ou par exemple, aujourd'hui, tu vois, j'arrive plus facilement à relativiser les choses. Tu vois, quand au travail ou dans la vie, tu as des journées, tu te dis, ah putain, tu sais, des fois tu marmonnes, tu machin, tu te le traînes pendant des jours et des jours. Voilà. Bon, bah là, aujourd'hui, je pense que ça m'a donné, par contre, ça m'a consolidé, ça m'a rendu meilleur là-dessus, sur le fait de dire, bon, ouais, en vrai, oui, c'est casse-couille, mais. Oui. Tu relativises beaucoup sur la vie en général et sur ce qui peut au final, au quotidien, te prendre la tête et tu te dis, ouais, effectivement, pourquoi je me prends la tête alors que j'ai vécu ça, tu vois. J'ai vécu Libère, bah oui, bah en fait, je pense même plus au cancer maintenant, mais c'est une façon de penser. En fait, c'est un truc, moi je répète souvent, c'est il faut choisir ses combats. Tu vois, et il faut choisir ses combats et s'acharner sur un combat dont tu sais que tu ne pourras pas le gagner. Bon, bah, c'est dépenser de l'énergie pour rien. Et en fait, c'est ce que je disais encore tout à l'heure, hein, c'est d'avoir une vraie vision sur soi, sur en tout cas d'essayer de l'avoir sur les situations, même si elles sont pas toujours, même si ta vision est pas toujours bonne, mais c'est de dire bon bah là, si tu vois vraiment, il y a un combat, tu peux pas gagner, bon, allez ouais, ça fait chier, prends 5 minutes pour aller dessus, pour faire ton truc parce qu'il faut exulter, faut sortir, faut machin, et puis après, passe à autre chose. De temps en temps, tu y retourneras juste histoire d'eux, mais libère-toi de ça. Et en fait, c'est ça. En vrai, c'est le deuxième cancer. Il m'a changé un peu la vision de la vie, mais je pense qu'il m'a amélioré ma vie. Ouais. Je pense que ça a été une bonne chose. Bon, je m'en serais peut-être passé hein, quand même, je te le dirais, mais globalement, ça m'a amené à être différent. Et ça, c'est cool. Ouais, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Et du coup, toi, dans ton processus de résilience, maintenant, du coup, tu fais du stand-up. Enfin, en tout cas, tu fais des. Ouais, je fais du stand-up, ça va faire un peu plus de 2 ans, tu vois. Alors j'ai attendu 40 ans, il s'est passé un petit laps de temps, mais entre la fin du cancer et le stand-up, mais ça c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire dans ma vie. C'était monter sur scène, faire des blagues. En 2002, j'étais déjà monté à Paris à 17 ans avec cet objectif que je n'ai jamais réalisé et que j'ai toujours voulu faire. Et ma carrière dans le domaine du commerce n'y est à mon avis pas pour rien parce que j'y jouais des rôles à chaque fois avec les clients et puis c'est quelque chose de tu joues une pièce hein, quand tu face à un client et que tu leur vends quelque chose donc voilà, je pense qu'elle n'y est pas pour rien ma carrière et effectivement à 40 ans je me suis dit bon gars t'as 2 cancers, l'idée me trottait un peu dans la tête et puis c'est 40 ans donc 2 cancers, hop t'arrives à 40 qui globalement si on prend l'âge moyen d'un homme normal qui a encore ces 2 testicules, c'est dans les 80 ans, tu te dis, bon là, j'arrive à un carrefour qui est à peu près à la moitié, qu'est-ce que tu as envie de faire de l'autre? Bon, bah déjà, tu te dis, faut que je fasse des trucs que jusqu'ici, je me suis peut-être interdit de faire ou pas donné la liberté de faire. Et la première d'entre elles, c'était monter sur scène pour faire des blagues. Et j'ai dit, bah vas-y. Et après, je me suis dit, bah en vrai, je vais parler de quoi? Bon, voilà, donc ça a trotté un peu dans ma tête. Et puis un jour, sur Netflix, il y avait une série dont je me souviens plus le nom, une série française, putain, mince, qui était basée sur le stand-up d'ailleurs. C'est les créateurs de 10% qui avaient fait une série sur l'univers du stand-up à Paris. J'ai regardé ce truc-là
Et tout de suite, je me dis, mais gars, putain, c'est ça que je veux faire, quoi. Et en fait, dès la fin du premier épisode, j'ai dit, voilà, allez, c'est parti. Et j'ai pris un stylo, puis j'ai commencé à écrire. Et en fait, le premier truc qui m'est venu à l'idée, j'ai dit, tu sais, faut parler de soi, faut être sincère. Eh bien, on parle du cancer. Okay. Et je me suis dit, ça me permettra de parler du cancer. Moi, d'évacuer aussi, tu vois, c'est une forme de thérapie en quelque sorte, tu vois. Ça me permet de délivrer un message, si je puis dire, tu vois. De faire connaître aussi le cancer testiculaire, d'expliquer que ça se guérit bien, qu'on peut survivre, et j'en suis là, tu vois. Voilà, c'est une espèce de mission que je me suis donnée à vouloir parler du cancer sur scène. Ouais, je comprends, ouais, c'est tout à ton honneur, effectivement, tu vois, d'arriver à en faire d'un sujet qui est quand même très sérieux, très tabou, à un sujet, effectivement, où tu vas en rigoler sur scène, et mine de rien, c'est une forme d'alerte que tu fais, de sensibilisation, tu vois. Et c'est ça qui est super. Hein. Tu vois, oui. Bah ouais, c'était dire, quitte à faire des blagues, autant de faire des blagues sur des choses sérieuses, parce que tu vois, moi j'aime bien tu vois, le contre-coup, tu vois. Après, moi, j'ai été bercé à des Pierre Desproges, des Coluche. Tu vois, ça, c'est mon univers de base. Tu vois, aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup Jérémy Ferrari, j'aime l'humour noir. J'aime bien les mots. Tu vois, tout ça, donc c'est un. Et puis aux États-Unis, moi j'aime beaucoup les stand-up américains et anglais, tu vois. Alors moi mes deux goths, c'est Dave Chappelle, donc qui est un stand-upper très connu aux États-Unis, qui avait Dave Chappelle Show, qui est un show extraordinaire. Et en Angleterre, c'est Ricky Gervais, qui est extraordinaire, qui est le roi de l'humour noir aussi en Angleterre, qui fait du roast de folie, et qui a produit des séries aussi qui sont extraordinaires, dont une qui s'appelle Afterlife, et qui parle justement du cancer. Ah oui, il fait Afterlife, ok, d'accord, ok. Qui est une série géniale, donc c'est l'interprète principal, et celui qui a créé la série. Tu vois. Donc voilà, donc moi je gravite déjà dans un univers, moi j'aime rire des choses dans lesquelles il ne faut pas rire. Ouais, voilà, ouais. Déjà à la base c'est le truc, tu vois. Et tu vois, même au taf, je suis connu un peu pour ça aussi, tu vois. Mais faire des blagues un peu douteuses, un peu border, un peu machin. Mais comme il y a de la bienveillance et que quand on sait ce que je suis moi, tu vois, je me donne des libertés pour faire des blagues qui font rire les autres. Alors toujours il y a du rire un peu coupable, de rire à des trucs un peu dark, mais un peu raide. Mais voilà, moi c'est ce que j'aime faire, tu vois. Et donc je me suis dit, le cancer, rayon, si on peut rire, faire passer un message et tu vois, désacraliser un truc, go quoi, hein, allons-y. Alors avec plus ou moins de talent, hein, mais c'est. Ouais, bien sûr, ouais. Et du coup, quand tu parles de ça, comment ton public réagit quand tu parles effectivement de ton histoire? Alors, c'est une excellente question, ça, Julien. Parce que justement, il y a un truc là-dessus. Alors, c'est marrant parce que, alors, pour dire les gens, on ne sait pas parler avant, il n'y a pas de. Mais non, c'est vachement bien que tu dis ça parce que au début, et encore régulièrement, hein, c'est-à-dire qu'il y a des fois, je faisais des blagues, je faisais des sets, donc des passages de 5, 8 ou 10 minutes sur le cancer, avec une réception publique. Tu dis, bon, apparemment, il faut que je bosse encore un chouïa, quoi. Je sors de scène en me disant, bon, voilà, ok, bon, tant pis, c'est pas grave, je passe un bon moment, moi je m'en fous, c'est pas grave. Voilà, l'impact du bide, moi, il m'atteint pas beaucoup. Et souvent, après, quand j'étais dehors, on venait me voir, on me dit, ah putain, c'était trop marrant, c'était trop drôle, c'était trop bien. Et il me dit, c'est super de parler du cancer, et franchement, c'était drôle. Il me dit, ah la blague du couille, hein. Et je dis, alors c'est marrant que tu me dises ça, mais c'est que moi, j'entends personne rire, quoi. Ouais, mais c'est parce que. Donc en fait, les gens osent pas rire. Et en fait, ouais, parce qu'ils savent pas si. Tu vois, on est sur un truc. Alors des fois, ça rit un peu jazzy, tu vois. Ça fait. Voilà, tu vois, on sert sur un truc, mais jamais de là. Alors des fois, ils riaient pas parce que c'était pas drôle, hein, donc voilà. Mais tu vois, des fois, il y avait quand même des trucs drôles. Faut pas non plus exagérer, tu vois. Des fois, je trouve des bonnes punchlines, mais ils se donnent pas l'autorisation. Et je me suis aperçu que quand moi, au début, je dis, bon les gars. Alors je dis pas comme ça, mais je trouve le moyen de dire bon bah voilà, on va parler d'un truc qui est pas, tu vois, qui est pas ouf, mais bien moi j'en ris, donc toi tu peux en rire. En gros, si tu leur donnes l'autorisation de rire, bah la réception elle est plus du tout pareille, ça. Ouais, bien sûr. Et ça rigole. Et ça c'est fou, hein. Mais si tu leur donnes pas l'autorisation, tu vois, alors des fois ça marche sans te donner l'autorisation, mais globalement, si tu dis pas vas-y les gars, c'est un cancer. Alors déjà c'est vrai, tu vois. Parce que moi, il y a une personne qui est venue me voir en me disant mais attendez, pourquoi vous faites des blagues sur le cancer, vous croyez que c'est drôle?
Vous savez, tous ces gens qui ont le cancer? J'ai dit, bah ouais, j'en fais partie. Ouais. Ah, mais parce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors oui, pardon, j'ai pas dit c'est vrai. Donc, tu vois, voilà. Mais il m'a dit, bon, ben. Ça peut heurter certaines personnes, effectivement, qui. Oui, ça, mais je peux non, et ça, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Mais après, moi, ce que je peux pas entendre, c'est ce qu'elle m'a dit après, c'est de dire, oui, bon, bah d'accord, mais très bien, mais en fait, faut pas rire du cancer, hein, c'est grave. Eh ben, je dis, ben justement. Bah oui. Voilà, justement. Après, je peux comprendre que des gens ne veulent pas en rire. Oui, oui, Voilà, bien sûr. moi, et je respecte ça. Mais ces gens-là n'ont pas à m'interdire de moi vouloir rire du cancer. Exactement. Voilà. En plus de ça, je suis concerné. Tu vois. Et t'es concerné, ce que j'allais dire. Déjà, même si j'étais pas concerné, à la limite, c'est encore un autre débat, mais là, je suis concerné. Donc, moi, si j'ai envie de rire de ma condition, je ris de ma condition, je ris du cancer. Et en vrai, il y a deux teams. Il y a ceux qui vont chialer du cancer, ceux qui vont en rire. Moi, si je peux choisir, je préfère aller dans le camp des mecs qui en rigolent. Hein. Je suis d'accord avec toi, effectivement. Mais du coup, tu pars du principe qu'on peut rire au final de tout, en fait. Ouais. Ah ben Ça, c'est pire des c'est- proches. Hein. Enfin, ouais. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Ouais, exactement. Ouais, ça, c'est Voilà. c'est très bien dit. Et c'est exactement ça. Et moi, c'est ma conviction. Alors, si en moi, il y avait une conviction la plus ancrée, c'est celle-là. C'est qu'il faut rire de tout. C'est pas qu'on peut rire de tout, c'est-à-dire on doit rire de tout. Si on a envie de le faire, bon, si on a envie de le faire, mais si on a envie de le faire, mais il faut qu'on ait, ceux qui ont envie, qu'on ait la liberté de rire de tout. Alors ça, c'est le truc le plus élémentaire chez moi. Moi, je veux rire de tout. Moi, je faisais des blagues à l'enterrement de ma grand-mère. Voilà. Et je l'adorais, j'ai pleuré. Mais à côté, je fais des blagues. Je fais des blagues dans toutes les situations, les plus dramatiques comme les plus joyeuses. Et sur tous les sujets. Mais il faut en rire. Parce que le rire, c'est pas... Enfin, tu vois, il y a le rire de se moquer, mais il y a un autre rire. Et c'est ça que les gens arrivent parfois du mal à faire la différence. Tu vois, quand je prends un exemple on a peut-être en tête, ou en tout cas qui est plus contemporain, tu vois, quand Jérémy Ferrari, fait soit Alléluia bordel, enfin tous ces spectacles, parce que tous ces spectacles ont des sujets, notamment le dernier sur le secteur du médical, qui était anesthésie générale. Tu vois, moi je l'ai écouté, tu vois, tu ris, mais derrière le rire, ça dénonce, ça explique quelque chose. Tu vois. Voilà. Et donc le rire, il a ce pouvoir aussi de dénoncer. Et ça, c'est important parce qu'il touche beaucoup plus de gens. Et tu passes un message que tu peux délivrer de manière beaucoup plus importante. Exactement, mais souvent, c'est marrant parce que tu dis, quand on parle d'une situation, de quelque chose, on dit à la fin, je rigole, tu vois. Mais c'est exactement ça, tu vois. Oui, mais il faut pas se justifier. C'est-à-dire, oui, je rigole, mais tu sais bien que je rigole. Et les gens qui ne le savent pas parce qu'ils ne le connaissent pas, faut leur... Ah, ok, alors dans ce cas-là, expliquons-leur. On rigole, mais il faut rigoler. Alors, il faut savoir être sérieux. Voilà, mais il faut savoir aussi en rire. Moi, il n'y a pas un sujet aujourd'hui où je pourrais te dire qu'il ne faut pas en rire. Tout. Voilà. Alors, Je suis à 100% d'accord avec toi. après, il peut y avoir une notion de temporalité. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des situations, demain, mon voisin qui a un enfant de 5 ans meurt. Bon, alors, en vrai, tu sais quoi, la blague, je la ferai peut-être pas tout de suite, tu vois. Parce qu'il y a une notion de respect, il y a une notion de machin. Mais ça n'empêche pas que globalement, rien ne m'empêcherait à terme de faire une blague. Alors, l'exemple est un peu tendancieux et touchy, j'entends, mais c'est juste pour montrer que, pour moi, voilà, faut rire de tout. L'exemple n'était pas le meilleur, mais voilà, faut pouvoir être en mesure de rire de tout. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, est-ce qu'on pourra, nous, sur la vidéo, mettre un court extrait de ton spectacle ou de Bien sûr, l'intervention? bien sûr. Et après, je mettrai du coup, où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur Lyon, par exemple, pour voir tes spectacles ou... Sur Lyon, moi je tourne un peu sur Lyon et là pour le moment, parce que comme c'est une activité extrascolaire, hein, alors moi c'est sur Lyon, je suis régulièrement à la Grouverie, c'est dans le premier boulevard des Plantes au-dessus de la place Satonnet. Après je suis de temps en temps au complexe du Rire, donc qui est pas très loin aussi, donc à la Grouverie dans le deuxième, qui sont des espaces qui m'ont donné l'occasion de monter sur scène. Puis après, il y a d'autres endroits sur Lyon. Le mieux, c'est d'avoir mon Instagram, mon actualité, tu vois. Et puis sinon, à Clermont, avec l'Open Show, qui est une association, pareil, qui fait des plateaux avec lesquels je joue de temps en temps, donc à Clermont-Ferrand, donc l'Open Show. Ok. Moi, je vais juste finir par quelques questions rapides. Tu choisis une des deux réponses, juste pour qu'on puisse finir sur une légèreté, on va dire, par rapport à tout ça. Allez, on s'en bat les couilles, de toute façon. Hein. Exactement. Alors, est-ce que tu es plutôt café ou thé? Avec café.
Humour noir ou humour absurde? Oh, bah, s'il peut être noir et absurde, alors là, c'est c'est génial. Moi, c'est le cocktail gagnant, là. Improviser ou tout préparer? Alors, je ne prépare rien, moi. Je ne prépare jamais rien. J'ai un TDAH, hein, je te rappelle. Donc, moi, l'anticipation, le truc, je sais pas faire. Donc, et alors, tu vois, et je ne sais pas faire des réponses courtes. Voilà. Mais non, c'est improvisation. Ma vie est une improvisation. D'accord, ok. Bon, du coup, rire ou faire rire? Comment? Est-ce que tu préfères rire ou faire rire? Ah, en vrai, je sais pas, hein. Parce que j'aime beaucoup rire, hein. Mais j'aime faire rire. Ouais, non, j'aime faire rire. Ouais, j'aime faire. Ça procure un truc, une émotion qui est. Quand tu fais, tu fais quelque chose. Enfin, moi, quand tu vois, je fais un truc, un bon mot, une bonne blague, un machin, mais pas forcément sur scène, tu vois, même dans la vie, tu vois, et que derrière ça rigole, oh, c'est un orgasme. Hein. Ah, c'est un orgasme. Franchement, c'est un orgasme. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, effectivement. Et est-ce que tu serais plutôt vie tranquille ou aventure? Bah, en vrai, il faudrait que je sache ce que c'est qu'une vie tranquille pour pouvoir me positionner. Là, on est plutôt sur un niveau Indiana Jones, Frédéric Krueger. Alors, c'est la version française, Frédéric Krueger. Freddy Krueger. Attends. Ok. Film ou spectacle sur scène? Ouais, c'est pareil, tu vois, papa ou maman. Moi, je regarde à minima un film par soir. Le cinéma est ma passion. Et j'adore les spectacles, donc film parce que je, je fais ça depuis que j'ai 8 ans. Voilà, du coup, la question, ben, voilà, parler de sujets sérieux ou les tourner en dérision, je pense que j'ai la réponse. Donc, même pas, Bah, moi, j'ai des discussions sérieuses généralement entre 15 et 20 minutes par an. Tu vois, donc là, on vient d'épuiser le stock. Là, c'est terminé. Hein, pour ceux qui me connaissent, c'est terminé. On n'aura plus jamais cette année en 2026 une discussion sérieuse. du coup, ok. Et scène intimiste ou grande salle? Bah, en vrai, il faudrait peut-être que j'attende de faire les grandes salles. Mais bah, après, j'avais fait une grande salle il n'y a pas si longtemps que ça, et clairement, justement, Puce à l'oreille, avec l'Open Show, justement. On a fait 210 personnes complet. Voilà. Et c'était un moment extraordinaire. Donc, eux, c'est les deux, en fait. Peut-être t'as pas la même réception, en fait. Le public n'est pas forcément le même et la réception n'est pas le même. Donc, Ouais. Et est-ce que tu as un endroit préféré à Lyon, ton spot préféré? bah, je crois que mon spot préféré à Lyon, c'est moi, quoi. C'est une question, c'est une réponse à la con, ça. Non, c'est pas n'importe quoi. Ouais, bah après, je suis jamais autant heureux que quand je suis avec moi-même. Je vous laisse réfléchir à ça 5 minutes. Non, non, après l'endroit, je suis... L'endroit que tu préfères le plus à Lyon, où tu te sens bien, où tu... Ah non, mais c'est d'être avec quelqu'un d'être avec quelqu'un que j'aime, quoi, enfin, avec quelqu'un que j'apprécie, avec mes potes. En fait, il n'y a pas de lieu, en fait. Moi, je m'en fous du lieu. En fait, je peux être au milieu d'un truc que tout le monde va dire, ah, c'est un enfer ce truc, tu vois. Mais si je suis avec quelqu'un avec qui je suis bien, je m'en bats. En fait, le lieu, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Voilà. Donc en vrai, c'est ça, quoi. Alors après, attention, mon endroit préféré restera un bord de mer, tu vois. Ça, par contre, ça, moi, si tu me mets en face de la Méditerranée, plus que l'océan, je connais un peu moins, mais parce que historiquement, une partie de ma famille est du sud-est de la France, tu vois, et je passe toutes mes vacances de ce côté-là. Moi, si je suis en face d'une mer, peu importe dans le monde, mais qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, que j'ai un mojito et les pieds dans l'eau pour faire les rimes, tu vois, bah, ça, par contre, ça vaut tout l'or du monde. Ça, c'est mon objectif de vie. C'est de vivre dans un pays où je peux vivre en short, en t-shirt, en tongs toute l'année et avec les pieds dans l'eau, en buvant des mojitos, fumant un cigare. Voilà, ça c'est. Next level, je comprends tout à fait, ouais, effectivement. Bah, en tout cas, voilà, moi j'ai fini du coup. Si t'as quelqu'un qui regarde cette vidéo, en fait, qui vient d'apprendre qu'il a un cancer, qu'est-ce que tu aimerais lui dire, en fait? Qu'est-ce que tu aimerais lui faire passer comme message à cette personne-là? Par rapport du coup à ton expérience, à ta résilience. Ça va bien se passer. Voilà, tu vois, la première chose, dit, ça va aller, ça va bien se passer. Fais-toi confiance et écoute-toi et va voir des gens. Parle à des gens. Et quand je dis à des gens, je dis à des alors parle autour de toi si tu veux, mais parle surtout à des spécialistes, à des médecins. Et il faut pas tarder.
plus tu tardes et plus ça sera compliqué. Donc, tu vois, moi j'ai une phrase que je dis souvent, c'est hâtez-vous de vous tâter. Tu vois, je l'aime bien. Voilà, c'est ma carrière de concepteur et d'acteur que j'ai loupé, tu vois. Mais voilà, il faut se faire confiance et il faut casser tous les tabous. Il faut poser les questions. Parce que en vrai, il y a trop de gens qui se posent 1001 questions, qui osent pas poser. Tu vois, on n'en a pas parlé, mais il y a plein de gens qui se posent des questions sur plein de sujets, la sexualité, le machin. Ça change rien. Ça change rien. Bah voilà, ça change rien. Tu vois. Continue à avoir le barreau, tu pourras continuer à plaider, tu pourras avoir des enfants s'il t'en reste une. Voilà, donc faut oser poser les bonnes questions. Donc fais-toi confiance. Sois honnête avec toi-même et va voir des gens dont c'est le métier pour parler de tes problèmes et à toi de te tâter et s'il y a un problème, vas-y tout de suite, attends pas. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Eh ben, je t'en prie, c'était un plaisir d'échanger. On n'a pas souvent l'occasion de le faire sur cette thématique et moi je suis très content d'avoir partagé cette expérience. Je sais pas ce que ça donnera, mais en vrai, moi je suis assez content. Je suis sûr que ça va rendre quelque chose de vraiment fantastique et franchement, je voulais vraiment te remercier pour ton témoignage parce que c'est très important et t'en parles vraiment avec beaucoup d'émotion et beaucoup de recul et, en même temps. Et du coup, c'est hyper touchant. Et moi, je voulais du coup remettre le contexte dans notre rencontre parce on a commencé à communiquer suite à mon interview chez Légende, du coup, où tu as mis un commentaire et du coup, bon, entre une chose et l'autre, on s'est rajouté sur les réseaux et du coup, on a échangé un petit peu. Et du coup, non, je voulais te dire franchement, merci pour Bah, tout ça. je t'en prie, c'est un plaisir et je trouvais ça cool la démarche d'avoir pu parler sur un média qui a autant tu vois, de visibilité et de parler comme tu l'as fait d'un sujet sensible comme on vient de l'évoquer, tu vois. Et moi je trouve ça cool et je trouvais ça bien et voilà et c'est bien aussi quand il y a des gens qui vivent la même chose, qui ont pu vivre des choses similaires ou la même chose, tu vois, de pas se sentir seul aussi et ça c'est important et c'est pour ça aussi. Je pense que la vidéo elle est là pour ça aussi, tu vois. C'est de montrer aux gens qui potentiellement ont été, le sont ou le seront, de pouvoir se dire que il y a des gens qui en parlent et qui peuvent donner peut-être des clés. Alors est-ce qu'on a donné des clés aujourd'hui? J'en sais rien, mais en tout cas on a peut-être, je pense quand même lancé un bout de piste sur la façon d'aborder le bordel, quoi. Je suis d'accord avec toi et en tout cas, je te remercie beaucoup pour cet échange. Et Bah, je t'en prie. si un jour tu viens sur Perpignan, c'est avec plaisir, tu verras, je t'emmènerai voir la mer, Avec grand plaisir. petit Morito et tout ça. Et si un jour je viens sur Lyon, c'est avec plaisir que j'aimerais assister à un spectacle. Vas-y, avec grand plaisir. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup et je te souhaite une excellente journée. Je tenais à remercier Norbert pour son témoignage sur la chaîne Check Impact. On aura encore beaucoup de témoignages par la suite, mais voilà, en tout cas, c'était un témoignage riche en émotions et en histoire. Et voilà. Donc on s'abonne, on like, on partage et en tout cas, on n'oublie pas One Check, One Impact.